Merci d'être resté avec nous. Une douleur aiguë tout en haut d'une fesse qui se prolonge derrière la jambe, parfois jusqu'au pied, gros orteil ou le petit. Ces symptômes, vous les avez peut-être reconnus, peut-être même connus, ce sont ceux de la sciatique. Un nom qui fait bien sûr référence au nerf sciatique, le plus gros nerf de l'organisme, qui va innerver une grande partie du membre inférieur, la fesse, la cuisse, la jambe et le pied. Et ce sont donc ces zones qui sont logiquement touchées par la douleur. On va aller voir ça en images. Les nerfs sciatiques sont constitués de l'union de 4 racines nerveuses. Il y a du monde. Il y a du monde. On est là au niveau du bassin. Et donc, Michel m'attend au tournant, c'est pour ça que je souris. Ceci et donc, est le coccyx. Très bien. Et donc, vous voyez là-haut, on va diminuer un peu l'image. Voilà, la base de la colonne vertébrale avec des disques, des vertèbres. Et vous voyez là, ces nerfs qui viennent là des vertèbres, ils se rejoignent là derrière, ils passent derrière le bassin par un endroit qui s'appelle, je vais vous le dire parce que moi je l'ai appris, l'articulation coxo-fémorale, puis il descend là derrière le nerf sciatique. Coxo-fémoral, c'est entre la hanche et la tête du fémur. Exactement. Et donc il va apparaître, il va descendre jusqu'en bas de la jambe, on vous l'a dit tout à l'heure, on va voir ça sur une autre animation, un autre schéma. Le voici, en rouge, ce nerf sciatique, et vous voyez que ici, au niveau du genou, derrière ce qu'on appelle le creux poplité, le creux poplité, c'est ce que vous avez là derrière le genou, le nerf sciatique se divise en 2 branches, le nerf tibial qui est à l'intérieur de la jambe et le nerf fibulaire qui est à l'extérieur de la jambe et ça descend donc jusqu'en bas dans le pied. Alors, c'est quoi cette douleur sciatique? C'est dû à la compression du nerf. Il y a plein de raisons pour lesquelles un nerf peut être comprimé. Il peut y avoir de l'arthrose. Vous voyez le nerf ici qu'on a schématisé. Il peut y avoir de l'arthrose sur la colonne vertébrale. Il peut y avoir une tumeur. Il peut y avoir une inflammation. On va parler de ce qui est plus fréquent, c'est-à-dire la hernie discale. Un peu de rappel anatomique. Le corps de la vertèbre ici, un autre en haut et un autre au-dessus. Et vous voyez qu'au milieu, il y a ce qu'on appelle le disque intervertébral, qui est un coussinet amortisseur, à l'intérieur duquel il y a une partie qui est beaucoup plus molle, qu'on appelle le noyau. C'est un peu comme un chewing-gum. Vous allez voir ces chewing-gums avec une partie intérieure qui est un peu plus molle. Et quand l'anneau se fissure, eh bien, ce noyau peut sortir, faire une hernie. Et c'est une hernie discale parce que ça touche le disque et ça appuie sur le nerf sciatique. Et vous voyez que ça va entraîner une inflammation et donc une douleur. Et cette douleur, on l'a décrite tout à l'heure et vous allez voir son trajet. Elle part donc du nerf et elle va descendre dans la fesse. Elle va descendre derrière la cuisse, le genou, le mollet. Ça va descendre aussi jusqu'à la cheville et ensuite, ça va aller en fonction de la racine qui va être touchée, soit jusqu'au gros orteil, soit jusqu'au petit orteil. Et c'est une douleur qui est bien connue et qui peut d'ailleurs toucher juste un endroit ou tout le long du nerf sciatique. Alors on va parler de ce nerf sciatique et des douleurs qu'il provoque avec nos invités, le professeur Christian Mazel, qui est chirurgien orthopédiste, chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique à l'Institut mutualiste Montsouris, c'est à Paris. Bonjour. Bonjour. Et puis on accueille Alain Ève. Bonjour. Bonjour Benoît, bonjour Michel. Vous avez 62 ans et vous souffrez depuis l'âge de 24 ans de votre nerf sciatique. Ça fait 38 ans que vous avez mal. Ça, tout à fait. Ouais. Comment sont apparues les premières douleurs? Des douleurs dans la jambe principalement et jusqu'à aller l'impossibilité totale de marcher. Mais c'était dû à quoi? C'est votre métier? Le métier tout simplement. À l'époque, j'étais donc technicien en télévision. Les téléviseurs à l'époque pesaient entre 60 et 80 kilos, donc on manipulait des quinzaines, des vingtaines par jour. Forcément, avec les tubes derrière, les énormes tubes. Tout à fait, donc le poids. Vous installiez ça et le fait de porter? J'étais responsable de service après-vente donc d'une grosse société et on faisait du dépannage. Donc, Qu'est-ce que dans les années 70, puisque ça commençait à ce moment-là, on vous a proposé comme traitement? Rien du tout. Anti-inflammatoire. J'ai eu principalement des anti-inflammatoires et puis l'attente parce qu'on estimait qu'à cette époque-là, on n'opérait pas. Et on vous demandait de rester couché? Couché principalement, oui. Des positions couchées. Ensuite, il y a eu des piqûres, donc c'était un petit peu, si mes souvenirs sont bons, c'était un mélange de Coltramil et de Voltaren. Anti-inflammatoire. Oui, en anti-inflammatoire. Que vous faisiez vous-même? Que je faisais moi-même, donc c'était pas terrible quand même. Quand on est debout avec une sciatique, aller se piquer la fesse, c'est pas génial. Mais bon, c'était physiquement, ça apportait quelque chose. C'était peut-être plus de façon psychique aussi, se dire je me suis fait la piqûre, donc ça valait mieux.
Et puis, Ça nous emmène dans les années 80. voilà, ça nous amène dans les années 80. Et donc là, vous vous faites hospitaliser. 83, oui. Là. Disons qu'on ne m'a pas fait hospitaliser, mais disons que mon médecin traitant de l'époque voulait me faire passer donc, des examens. Et les examens étaient très longs, donc la solution qu'avait trouvé le médecin traitant, c'était de me faire hospitaliser pour avoir accès aux examens plus rapidement. Et là, on a décelé donc forcément la hernie discale. Alors, vous avez eu, il y a plusieurs étages, on l'a vu, il y a entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire, on va en reparler, entre la 5e lombaire et la première vertèbre sacrée. Et là, on décide de vous opérer. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a retiré la hernie? On a retiré donc une partie du disque, oui, tout à fait. Et alors, après? Ça allait très très bien après. Combien de temps? Disons qu'il a déjà fallu presque 1 an pour que je puisse remarcher à peu près correctement, ne plus avoir de douleur et reprendre un travail. Alors, C'est vrai différent, parce qu'en tout temps, vous avez changé de travail. Ouais. On va revenir sur votre histoire. C'est vrai que ça ne donne pas envie de se faire forcément opérer, mais dans les années 70, professeur Mazel, c'était un petit peu d'antalgique, antidouleur, un peu d'anti-inflammatoire, et puis rester immobile le plus longtemps possible? Alors oui, dans les années 70, c'était très conservateur, mais on faisait déjà quand même de la chirurgie à cette époque-là, parce que la chirurgie de la hernie discale, elle a démarré dans les années 50 à peu près. Alors les techniques au début n'étaient pas forcément très fiables. Pour atteindre la hernie discale, il y a des techniques qu'on avait décrites où on ouvrait le sac dans lequel il y a les nerfs pour aller accéder à la hernie qui était en avant de ce sac. Donc on était extrêmement délabrant, ce qui explique d'ailleurs que la chirurgie de la hernie discale a eu très mauvaise réputation pendant des années. Et on commence à peine, depuis moi je dirais une quinzaine d'années, à avoir une chirurgie qui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus reproductrice et qui finalement a une bien meilleure réputation. Mais donc on évitait le plus possible d'opérer. On va en reparler. Ouais. Aline nous demande, sans que ce soit douloureux, je sens parfois mon nerf dans la fesse. Est-ce un signe précurseur de la sciatique? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas. Une douleur de la fesse, ça peut être lié aussi à des douleurs musculaires, ça peut être lié aux insertions des muscles sur les os du fémur ou du bassin. Donc une petite douleur comme celle qui est décrite là, moi j'ai un peu tendance à penser que c'est plus un phénomène périphérique, c'est-à-dire au niveau musculaire, que quelque chose qui vient de l'intérieur de la colonne vertébrale. Est-ce que l'arthrose ou l'arthrite peuvent provoquer une sciatique, Anne? Alors on va peut-être laisser l'arthrite de côté parce que l'arthrite c'est une infection, une inflammation de l'articulation, mais l'arthrose elle-même, ce qu'on appelle, si vous en avez eu, vous avez entendu ce mot, les becs de perroquet, c'est-à-dire ces morceaux d'os qui poussent et qui finissent par appuyer. C'est ça, l'arthrose c'est un mécanisme donc, qui construit de l'os ou qui détruit de l'os selon le cas. Donc ça crée ces fameux becs de perroquet. Les becs de perroquet qu'on voit sur les radios, en général, ils sont situés à l'extérieur de la colonne, donc ils ne sont pas compressifs sur les nerfs, et puis il y en a qui sont situés à l'intérieur du canal rachidien, et c'est ceux-là qui effectivement peuvent entraîner des douleurs sciatiques, qui souvent sont associées à ce qu'on appelle une claudication, et donc c'est plus le tableau de canal lombaire étroit que véritablement le tableau isolé de la sciatique. Claudication, c'est quand on boite et qu'on ne peut pas avancer longtemps, il faut s'arrêter forcément absolument. Tellement on a mal. Voilà. Et le canal lombaire étroit, c'est que vous avez vu que la moelle, elle s'arrête à un certain niveau, en dessous c'est des nerfs qui partent, et quand tout ça est trop resserré, ça appuie sur tous les nerfs, bien évidemment. Voilà, c'est une maladie plutôt des gens âgés, alors que la hernie discale est plutôt une maladie des gens jeunes. J'ai eu une sciatique depuis 2 mois, pas de hernie au scanner, dos et abdominaux pelviens. D'où cela peut-il venir? Alors là, par contre, c'est comme toujours, il faut savoir quel est l'âge du patient, il faut savoir quel est le contexte de survenue de la douleur. Est-ce qu'effectivement c'est quelqu'un qui porte des charges? Est-ce que c'est un début brutal? Il y a différents éléments qui vont nous aider et nous guider. Le fait que les examens soient normaux ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas un début de hernie discale. Le temps va nous le dire, les semaines... Ça peut ne pas se voir à l'imagerie médicale. Pas tout de suite en tout cas. On est au début, 2 mois, c'est vrai que ce n'est pas forcément immédiat. Maintenant, ça peut ne pas être, comme on vient de le dire à l'instant, ça peut ne pas être lié à la colonne vertébrale. On a des tas d'autres sciatiques, hein. Une tumeur, je vais alarmer les gens en disant ça, mais certaines maladies, une tumeur de la fesse, effectivement, peut donner une sciatique. C'est rarissime. Hein. Une mauvaise position assise peut-elle engendrer une sciatique? Alors, assise, ça peut vouloir dire avec les ordinateurs, maintenant tout le monde passe des heures, y compris au bureau, dans une position qui n'est pas forcément physiologique, sur des sièges qui ne sont pas forcément ergonomiques. Il y a aussi tous les gens qui travaillent en voiture, les chauffeurs de taxi, les routiers. Est-ce que tout ça peut engendrer une sciatique? La réponse est oui. Oui, c'est la maladie du 20e, 21e siècle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est assis. On a vécu debout pendant des siècles, on a marché, on s'est déplacé, on avait une activité physique intense et musculaire, et puis on est devenu sédentaire et on s'est assis.
Et en s'asseyant, eh bien, on a écrasé nos disques encore plus que quand on est debout, par le poids tout simplement de l'abdomen et du corps qui, en position assise, est supérieur sur les disques. Et de fait, on a détruit, on détruit nos disques beaucoup plus, effectivement. Alain, donc vous avez repassé une vingtaine d'années à souffrir. Tout à fait. Vous avez changé de métier, donc c'était un peu plus facile à vivre, on va dire. C'était plus facile à vivre. Oui. Enfin, vous avez eu très mal, manifestement. Et puis en 2012, vous avez décidé d'essayer autre chose. Vous êtes allé voir un ostéopathe. Oui, je suis allé voir un ostéopathe, voir un petit peu s'il y avait possibilité d'eux. Bon, c'est vrai que les crises, quand il y avait crise, l'ostéopathe me soulageait quand même pas mal, quoi. Il y avait manipulation et ça me permettait quand même d'être soulagé. Oui. Alors, on va demander l'avis du médecin. L'ostéopathie, par définition, on se dit que c'est pas mal parce que si l'ostéopathe est bon, il peut même vous écarter tout ce qui appuie sur le sciatique. Pourquoi pas? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Mais s'il n'est pas très bon, il peut aussi faire le contraire, c'est-à-dire s'arranger pour que... Enfin, s'arranger, il ne le fait pas exprès, mais finalement, le disque qu'on a vu, le noyau qu'on a vu, va finir par appuyer encore plus et même être parfois exclu complètement. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit forcément lié au fait qu'il soit bon ou mauvais. Je pense que les mouvements qui vont permettre justement de décomprimer la racine nerveuse par la mobilisation finalement du disque, ils sont un petit peu mal contrôlés au moment de la manipulation. Donc, on a un certain nombre de fois où ça marche bien, et puis, malheureusement, d'autres fois, ça marche un peu moins bien. Donc, c'est un petit peu ça, l'explication. Hein. Mais ça prouve bien le côté mécanique. Vous conseillez ou vous déconseillez? Moi, je pense que l'ostéopathe, il est particulièrement intéressant dans une crise aiguë de lumbago, c'est-à-dire avant la survenue de la sciatique. Quand c'est musculaire. Quand c'est... Lumbago, le lumbago, oui, mais c'est quand même la faillite du disque qui démarre. C'est la première étape de la faillite du disque. Donc, quand c'est effectivement la traduction est musculaire à ce moment-là, et l'ostéopathe est extrêmement pertinent et efficace. Au moment où on est dans un tableau de sciatique aiguë, brutal, avec la douleur dans la jambe, c'est fini, malheureusement, il a peu d'efficacité. D'ailleurs, souvent, ils ne veulent pas manipuler, et je crois qu'ils n'ont pas tort, justement, parce qu'ils craignent d'accentuer les choses. Et puis après, il y a le tableau chronique, où on a une douleur qui est beaucoup plus lancinante, qui ressemble un petit peu à celle de notre témoin. Et dans ces cas-là, l'ostéopathe peut, de façon épisodique, améliorer, je dirais, la situation, et parfois permettre de s'en sortir. Comment soigner la sciatique? Quels médicaments ou médecins sont utiles pour soulager ce mal? On va voir ça avec un sujet, puisque quand les douleurs sont chroniques, que les comprimés n'ont plus d'effet, le rhumatologue peut proposer une ou plusieurs infiltrations, une injection d'anti-inflammatoire directement à l'endroit où l'on souhaite qu'il agisse. Le but, c'est de soulager l'intensité de la douleur, mais aussi de diminuer le temps d'exposition à la douleur. Et souvent, ces infiltrations peuvent éviter une intervention chirurgicale. Reportage de Nora Nonnet et de Mathieu Vibo. Camille alterne depuis plusieurs années maux de dos et lombalgie. Il y a quelques mois, elle est prise d'une sciatique aiguë. Ça fait plus de 2 mois que je souffre de cette sciatique qui maintenant se complique avec des fourmillements. Et comme les médicaments que je prends depuis 2 mois ne marchent pas, le spécialiste en fait, m'a prescrit une infiltration aujourd'hui, donc j'espère pouvoir être soulagée. C'est grâce à l'IRM que le rhumatologue peut expliquer les causes de ces douleurs. Elle a un disque en L4-L5 qui va comprimer les racines, et on voit qu'à droite, au lieu de rester entre les vertèbres, eh ben, il sort dans le canal. Et là, il se trouve qu'à droite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une racine nerveuse, une des racines du sciatique. C'est le nerf sciatique comprimé qui provoque la douleur. Pour la faire disparaître, le rhumatologue va faire une infiltration entre le sacrum et le coccyx. Et ce qu'on fait, on met l'aiguille ici au niveau du hiatus sacro-coccygien. Ça nous permet d'être sûr d'être dans le canal. Ce qu'on veut, c'est mettre du liquide contre les racines. C'est tout ce qui est orange ici. Vous voyez, tout ce qui est orange, c'est les racines nerveuses. Donc, ce qu'on veut, c'est baigner ces racines nerveuses d'un anti-inflammatoire puissant, un corticoïde. Vous bougez pas, je vais piquer. Première injection, un anesthésiant. Ça va? Oui. Je vous fais pas mal, là? Ça pique, mais c'est supportable. A priori, ça fera pas plus mal. Je suis dans le canal, là. D'accord. La dernière c'est fini. fonction, là, c'était un petit peu plus douloureux, mais... Allez, on met un petit peu de sérum physiologique. Ce sérum physiologique va permettre de remplir toutes les racines nerveuses pour qu'une fois injecté, le corticoïde s'imprègne plus facilement dans le canal lombaire. Vous sentez? Ça descend dans la jambe? Ça, c'est pénible, non, au niveau... Dans le dos? Ouais, plus dans le dos, au niveau lombo-sacré. Ouais. C'est fini. Ok, super. En tout, l'infiltration aura pris une quinzaine de minutes. La patiente reste allongée 1 heure avant de pouvoir rentrer chez elle. Ouais, franchement, je crois finalement que je m'attendais à pire. Donc là, je suis soulagée que ce soit fait. Et puis, je crois que j'ai bien compris la suite, à savoir, on réévalue donc vendredi. Vendredi, je suis à nouveau en hôpital de jour.
Et puis s'il faut faire une deuxième infiltration, on y va. Et puis bien sûr, j'espère que je serai soulagée. Généralement, 3 infiltrations sont nécessaires pour diminuer la douleur et dans la plupart des cas, l'infiltration peut éviter l'opération. Alors Christian Mazel, quand on parle d'infiltration, c'est pas n'importe laquelle. Hein. Absolument. Il y a plusieurs types d'infiltration. Il y a celle qu'on vient de voir, qui est une infiltration donc, qui se fait à l'intérieur du canal rachidien, avec un accès qui est celui du hiatus, donc, comme on vient de le voir. Il y a les infiltrations faites sous contrôle radiographique ou scanographique, et les infiltrations faites par un médecin ou un rhumatologue, mais uniquement dans les muscles. Ces dernières infiltrations purement musculaires sont probablement pas très efficaces et c'est celles qui actuellement sont vraiment en perte de vitesse. On reste beaucoup plus sur des infiltrations très ciblées à l'endroit où est la douleur ou autour du sac dural, ce que nous venons de voir à l'instant. Ces infiltrations, on peut les faire combien de fois? Là, on parle de 3 infiltrations. 3 infiltrations par an, probablement pas plus. Parce que les corticoïdes ont quand même des effets secondaires, donc il vaut mieux éviter d'en faire trop. Même quand on les injecte directement. On nous demande si, quand on les prend par la bouche, ça peut être utile. Alors c'est un autre traitement, c'est le rôle anti-inflammatoire du corticoïde qui à ce moment-là est une action générale, ce n'est pas l'action locale comme on vient de le voir sur le nerf. Là c'est un anti-inflammatoire qui passe dans la voie sanguine et qui va avoir un effet anti-inflammatoire général. Bien sûr, les corticoïdes font partie du traitement, mais plus de la phase aiguë que de la phase chronique. Donc on a des doses de charge au début assez élevées et puis on décroît très vite. Alain, vous prenez toujours des médicaments, vous? Non, moi j'étais contre les anti-inflammatoires. Vous étiez contre, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je préférais avoir ma douleur, sentir ma douleur, qui me permettait d'avoir une limite. Bon, je suis quelqu'un qui bricole énormément, donc ça me permettait, quand la douleur devenait vraiment trop importante, de dire bon stop, je m'arrête. J'ai toujours eu peur qu'en prenant des anti-inflammatoires, que ça cache ma douleur et que j'aille un petit peu au-delà de ce que je puisse supporter. C'est une décision sage? J'adhère moyennement. Je conçois je crois que c'est effectivement intéressant de faire attention et de se protéger contre les faux mouvements ou les mouvements excessifs. Inversement, le risque, c'est de rentrer dans un cercle vicieux qui est la douleur entraîne une augmentation des contractures musculaires, qui elle-même accentue la compression sur la racine nerveuse, qui accentue de fait la douleur. Donc l'anti-inflammatoire, l'antalgique permet de sortir du cercle vicieux de la douleur et aide à la guérison. Donc il ne faut pas négliger ce point, je pense. Il y a certaines personnes qui ont une hernie discale, pas de douleur, et qui... on sait que derrière, là, tous les muscles, c'est une chaîne, une vraie chaîne qui descend tout le long de la colonne vertébrale, qui vont avoir des torticolis, des douleurs cervicales, des boules ici parce qu'il y a une contracture musculaire. Et ça va finir par déclencher une sciatique qui ne faisait pas parler d'elle. Est-ce que finalement, il vaut mieux pas traiter les contractures en haut plutôt que de s'attaquer à la sciatique? Ou est-ce que ces contractures peuvent effectivement déclencher la sciatique en serrant Alors, je crois que ce qu'il faut retenir dans ce que vous présentez, Michel, c'est le fait qu'il y a effectivement cette globalité de la masse musculaire postérieure qui va de haut en bas. Que ce soit finalement la douleur cervicothoracique ou la compression ou la contracture cervicothoracique qui descend et qui ensuite induit une mauvaise posture, induit éventuellement un déséquilibre, c'est possible. L'inverse étant aussi bien sûr possible. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une globalité, cette colonne vertébrale, globalité par l'ensemble des vertèbres, l'ensemble des disques et l'ensemble des masses musculaires autour. On ne peut pas se dissocier ces éléments. Donc de l'œuf ou de la poule, lequel est le premier, ce n'est pas toujours évident de le savoir. En tout cas, il faut traiter l'ensemble, clairement. J'ai fait une sciatique, j'aime bien cette expression. J'ai fait une angine, j'ai fait une sciatique. Et je ne peux pas prendre de médicaments contre la douleur parce que je suis sous anticoagulant. Que faire, demande Annie. On peut peut-être poser la question à ce moment-là à notre témoin qui, je crois, connaît le problème. Oui, puisqu'en 2009, on m'a découvert donc une anomalie sanguine, ce qui fait que je suis donc maintenant en traitement sous AVK, donc à vie. Vitamine K, ouais, donc, ce qui m'interdit maintenant totalement, même si j'avais voulu faire marche arrière, qui m'interdit totalement maintenant les anti-inflammatoires. D'accord. Et alors, donc, du coup, après, il reste quoi comme solution? Les anti-inflammatoires sont effectivement contre-indiqués, mais ça ne contre-indique pas, par contre, les antalgiques. Donc le paracétamol, le dafalgan, tous ces produits que l'on utilise et qui, eux, sont par contre autorisés. Mais c'est vrai qu'un patient sous anticoagulant se trouve dans la difficulté pour prendre des anti-inflammatoires. On parlait tout à l'heure, vous disiez que vous ne pouviez plus bouger la jambe. Il y a une urgence en ce qui concerne la sciatique, c'est ce qu'on appelle les sciatiques paralysantes, enfin les hyperalgiques aussi, celles qui sont très douloureuses, mais paralysantes. Alors, paralysante, oui, en sachant que c'est surtout paralysant
de façon importante. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement un gros orteil qui est un petit peu difficile à mobiliser, le releveur du pied, donc le fait de se mettre sur les talons, on a un peu de peine. Il faut que ce soit quand même plus marqué que ça. Parce que si c'est partiel comme atteinte, c'est quelque chose qui récupère le plus souvent. Il y a un autre élément qui, par contre, est extrêmement urgent, c'est la paralysie sensitive et motrice du périnée. Le périnée, c'est toute la sphère génitale et on peut effectivement observer dans une très grosse hernie discale une atteinte périnéale qui est en général unilatérale, donc c'est la moitié. Il ne faut surtout pas la négliger, c'est la véritable urgence de la hernie discale. Alain, vous avez été à nouveau opéré l'an dernier? Tout à fait, mois de mars l'an dernier. Et alors? On dit qu'ils font un an après, on arrive au mois de mars. Non, c'est nettement mieux. Hein. Bon, toutes les douleurs n'ont pas disparu, mais on vit très bien avec et c'est vrai que... Ce qu'on a discuté un petit peu avec monsieur tout à l'heure, c'est que moi je voudrais apporter un point important sur cette chose des hernies discales, enfin hernie discale, lombaire ou autre, c'est le conjoint. Je voudrais qu'on parle du conjoint parce que si on n'a pas un conjoint qui comprend la douleur, qui comprend ce qu'est une sciatique, ça devient très difficile à partager. Hein, et moi j'ai hélas eu la déveine d'avoir une conjointe à l'époque qui ne comprenait pas cela. Et je dirais que ça rajoute à la douleur, hein, ça rajoute à l'incompréhension, ça rajoute au fait que... Et c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, il faut que toutes les consultations à ce niveau-là soient faites en couple. Il faut que le couple soit au courant de cette douleur, de ce qui va se passer, quoi. Il n'y a rien de plus subjectif que la douleur, Absolument. Elle ne se voit pas, donc c'est très difficile pour les autres de comprendre la souffrance. On nous dit je soigne une sciatique depuis 7 mois, infiltration kiné avec peu d'amélioration. Est-ce que je dois penser à la chirurgie, Nicole? Quand on en parle avec vous, vous dites qu'il faut se méfier parce que la chirurgie c'est vraiment le dernier recours. Oui. Parce que non seulement c'est de la chirurgie, donc par définition c'est un peu plus lourd, et puis surtout on peut opérer, on peut enlever le responsable de la compression du sciatique et continuer à avoir mal. Alors c'est toutes les limites de l'exercice de la chirurgie. Pour répondre à la question 7 mois, c'est vrai quand même, on a le droit de se poser la question. On considère que c'est de 2 mois à 4 mois, si effectivement la douleur persiste, on doit, sur des douleurs intenses bien sûr, on doit commencer à évoquer la chirurgie. Après, si on fait de la chirurgie, bien sûr, on n'a jamais 100% de bons et très bons résultats. Donc chaque fois que l'on va poser une indication opératoire, il faut se poser la question du risque de non-amélioration. Donc il faut que, en gros, la balance entre le bénéfice et le risque de cette opération soit dans un sens qui soit celui d'aller à la chirurgie. Si ça ne s'améliore pas, c'est parce que le nerf a été trop comprimé pendant trop longtemps? Alors, si ça ne s'améliore pas, on a des tas de possibilités. On peut évoquer la récidive de la hernie discale. C'est-à-dire que quand on opère une hernie discale, il y a 17% de récidive dans les années qui suivent, de 2 jours post-opératoire à 20 ans post-opératoire. Mais si on a enlevé le noyau... Oui, mais on n'a enlevé qu'un bout du disque. On n'a pas enlevé la totalité du disque. On n'enlève qu'un tout petit bout, quelque part, finalement. Donc, on peut avoir une récidive discale qui refait une nouvelle hernie discale. Donc ça, c'est assez spécifique, assez précis. On peut avoir une douleur séquelaire neurogène. La douleur neurogène, c'est la douleur du nerf qui est abîmé. Le nerf a été abîmé par la compression, il est abîmé parce que du coup, ses cellules sont abîmées, et on va garder des douleurs séquelaires. C'est ce qu'on appelle ces douleurs neurogènes, où il faut donner des médicaments bien spécifiques, qui sont par exemple ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la gabapentine, prégabapentine, ou le Lyrica ou le Neurontin, qui sont des produits qui sont plutôt destinés à des atteintes nerveuses, type épilepsie par exemple. En un mot, parce qu'on arrive à la fin, Oui. quand on a une sciatique, on va voir le généraliste d'abord, ok, Oui. après le rhumatologue, le neurochirurgien, l'orthopédiste. Alors on va voir, le généraliste sûrement. Si effectivement on a l'impression de ne pas y arriver, ou si le généraliste n'est pas spécialisé dans ce genre de choses, car les généralistes sont parfois un peu déjà spécialisés, c'est le rhumatologue. Et on ne va voir le chirurgien que vraiment sur recommandation du rhumatologue, ou parce qu'on a l'impression de vraiment pas s'en sortir. Merci beaucoup à tous les Merci deux. Alain. Merci. Merci à vous. Le programme de demain et de vendredi, ce sont 2 sujets qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Le Ça premier, c'est la masturbation, et le deuxième, c'est la baisse d'audition. Mais avec l'âge, la presbyacousie. On vous rappelle que l'émission de vendredi qui porte sur la presbyacousie est enregistrée demain matin. Donc faites-nous parvenir vos questions dès maintenant. À demain. Bon après-midi.